Donc oui, voilà. Donc merci d'être venu aujourd'hui à cette conférence de presse au sujet de l'arrêté qui va augmenter les frais d'inscription des étudiants étrangers. C'est vrai que pour le SAF, mais je pense que ça fait assez longtemps maintenant qu'on travaille aussi avec les partenaires qui sont là, notamment je pense à l'UNEF et d'autres, parce que c'est vrai que même si on pourrait penser que c'est assez éloigné de notre cœur de métier en tant qu'avocat, il n'en demeure pas moins que le droit à l'éducation nous paraît essentiel. C'est finalement un droit qui doit être accessible au même titre qu'un certain nombre d'autres droits qu'on défend. Et c'est vrai que sur ce droit à l'éducation, s'agissant évidemment de ces frais d'inscription des étrangers, c'est extrêmement inquiétant et on l'avait déjà dénoncé à ce moment-là parce que on voit qu'on va vers finalement un financement par les étrangers eux-mêmes et par les étudiants eux-mêmes finalement de leurs propres études. Et c'est vrai que autant on avait déjà le SAF, on s'était investi dans Parcoursup puisque là aussi il y avait eu l'accès aux algorithmes, la transparence pour un droit à l'éducation. Là on voit bien dans cet arrêté dont on pensait qu'il ne serait pas adopté, qu'en réalité alors qu'on parle de bienvenue en France, aujourd'hui, les seuls étudiants étrangers qui seraient bienvenus en France sont ceux, finalement, qui ont les moyens de financer leurs études. Alors même qu'il faut quand même se souvenir que l'idée, et ça avait été longtemps une idée d'ailleurs défendue sur l'accueil des étrangers en général, c'était aussi une coopération avec un certain nombre de pays, notamment un certain nombre de pays en développement, donc où on sait que le niveau de vie est assez faible, pour pouvoir permettre à ces étudiants d'avoir finalement une formation adéquate en France dont l'idée était que ensuite cette formation, ils puissent ensuite la dispenser, voire même être, ce qu'on disait à l'époque, former des élites pour les pays en voie de développement. On voit bien que là, on n'est plus du tout dans ces critères-là, bien au contraire, puisque quand on voit l'augmentation délirante, en fait, des frais d'inscription, on a bien compris qu'en réalité, les étudiants qui viendront ne seront plus ceux des pays qui, pour la plupart, sont d'anciennes colonies, soit des pays qui sont considérés comme des pays à forte immigration, et cela, on n'en veut plus, et en réalité, on ne veut plus que des étrangers, qui d'ailleurs, faut être très clair, ne s'intéresseront pas d'ailleurs beaucoup à la France. Alors, c'est inquiétant, parce qu'en effet, ça veut dire que désormais, on fait peser, puisque, si j'ai cru comprendre, ce seront aux universités éventuellement d'exonérer les étudiants de ces frais délirants d'inscription, ce qui veut dire qu'on va avoir maintenant des universités quasiment, en fait, on demande aux universités, comme on le fait d'ailleurs dans les juridictions désormais, d'être des espèces de gestionnaires d'entreprises, ce qui n'est absolument pas l'idée qu'on peut se faire d'un État, en tout cas d'un État social, qui quand même a pour première obligation celle de donner pour tous un accès à l'éducation. Donc là, on verra bien qu'il y a des universités qui vont utiliser ces frais d'inscription comme un filtrage d'un certain nombre d'étudiants étrangers, et d'autres qui pourront les exonérer pour continuer en fait à faire l'œuvre que l'État se doit de faire. Et on voit en plus que c'est assez cynique puisque l'arrêté dispense les doctorants de ces frais et également les étrangers qui sont déjà en France. Alors les étrangers qui sont déjà en France, c'est normal puisqu'ils ont réalisé qu'évidemment sinon il y aurait des mesures d'éloignement immédiates puisque c'est très simple. Si vous pouvez pas renouveler votre carte étudiant parce que vous pouvez plus payer des frais d'inscription qui passent du simple au quasiment 10 fois plus, à partir de là, plus de carte de séjour, donc mesure d'éloignement. Peut-être aussi que les préfectures ont dit, attendez les gars, nous, on n'aura pas la main-d'œuvre nécessaire pour faire autant de refus de séjour et de mesures d'éloignement. Et quant aux doctorants, c'est encore plus cynique parce qu'en réalité, on sait qu'aujourd'hui, les doctorants font fonction d'un certain nombre de postes qui ne sont pas pourvus, et on s'est dit, attention, si en effet les doctorants ne peuvent plus payer leurs frais d'inscription, qui va continuer finalement de travailler dans l'intérêt des universités ou de la France. Donc c'est un très mauvais signal, y compris pour la France, parce que faut bien comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre d'étudiants étrangers, et on le sait, nous avocats qui faisons beaucoup finalement de renouvellement de titres de séjour ou de délivrance de titres de séjour, on voit qu'un certain nombre de pays se sont maintenant détournés de la France et n'y viennent plus pour plein de raisons, notamment l'accueil, les problèmes de renouvellement de titres de séjour et également les problèmes de frais. Or, finalement, le rayonnement de la France
qui y participent un certain nombre d'étudiants étrangers qui deviendront peut-être après un certain nombre de professeurs, un certain nombre d'écrivains, un certain nombre de philosophes, un certain nombre de chercheurs. Donc c'est un très mauvais signal à mon avis. Et par ailleurs, c'est vrai qu'en tout cas, il était, je pense, du devoir du syndicat, toujours œuvrer au droit à l'éducation, et aussi on a également, le SAF, toujours porté une certaine vision de l'immigration, puisque on est quand même sur une liberté de circulation. Il va de soi que c'est une entrave supplémentaire au droit à circuler des étrangers. Donc, il était pour nous tout à fait naturel d'être intervenant volontaire au recours, qui, je crois, va être fait par un certain nombre des intervenants qui sont autour de la table, à qui je laisse la parole. Alors peut-être vous vous êtes répartis l'UNEF. Non, c'était peut-être expliquer un peu le recours, comment ça fonctionne. Ah oui, alors expliquer le recours, c'est vrai que moi je suis pas rentrée dans l'aspect technique. Non, mais c'était toi. C'est pas moi non plus, c'est ça que je... Ah, c'était moi. Ah, tu voulais aussi, d'accord. C'est-à-dire que ça permet un peu d'alterner les paroles. Moi, je peux le faire, mais je pense que voilà, en plus on est intervenant volontaire, donc je laisse peut-être la parole à l'UNEF. Très bien, très bien. Mais je peux compléter si oui, voilà, si jamais. Je peux compléter juridiquement. Très bien. Bonjour à tout le monde. Donc effectivement, je pense une conférence qui est importante et un recours qui est important. L'objectif, je le disais tout à l'heure un peu, mais c'est qu'on ait un recours qui soit le plus large possible et un maximum d'organisations qui participent à ce recours, que ce soit en intervenant volontaire ou en attaquant directement cet arrêté. Pour revenir un peu sur les aspects techniques et qui seront sûrement complétés, je pense. L'idée, c'est de dire qu'il y a deux éléments qui posent problème dans cet arrêté. Le premier, c'est l'erreur manifeste d'appréciation, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui concrètement nous dit on met en place une réforme parce que on veut augmenter le nombre d'étudiants étrangers qui vont venir en France. Et en réalité, les chiffres nous montrent déjà aujourd'hui, le nombre d'étudiants baisse parce que des frais d'inscription élevés, c'est un frein et non pas un accélérateur pour permettre aux étudiants de venir étudier en France. Donc l'erreur manifeste d'appréciation, c'est un moyen en fait de démontrer l'hypocrisie du gouvernement qui ne cesse d'affirmer que ils mettent en place cette politique dans l'intérêt des étudiants et des étudiantes étrangers et étrangères. Je vais pas revenir sur le quotidien des étudiants étrangers parce que il y a plein d'organisations qui sont là pour le faire, mais par contre une hypocrisie parce que en réalité dans les faits ce n'est pas le cas. Et le deuxième élément, c'est le fait qu'il y ait une rupture d'égalité qui se crée à partir du moment où on a un tel arrêté qui est mis en place pour plusieurs raisons. Alors déjà, on a un arrêté qui circonscrit réellement la partie des étudiants qui seront concernés par cette augmentation. Ça a été dit, les doctorants ont été enlevés de ces dispositifs, ce qui est positif et qui montre que la mobilisation de l'entièreté de la communauté universitaire a eu un impact. On a également les étudiants déjà en France qui ont été enlevés aussi de ce dispositif, puisque au départ, on parlait quand même de changement de cycle, et quand il y avait des changements de cycle, on devait payer. Maintenant, il y a une condition de résidence fiscale. Par contre, effectivement, on a une situation d'inégalité quand un étudiant étranger va devoir voir ses frais déterminés en fonction de la politique mise en place par l'université dans laquelle il candidate. Si je m'explique, les exonérations font que certaines universités vont faire le choix de pouvoir exonérer les étudiants étrangers, ce qui est positif, ce que nous on demande à l'UNEF, on enjoint la majorité l'ensemble des universités à le faire, mais d'autres universités ne le feront pas, et donc un étudiant étranger qui candidatera dans une université qui aura fait le choix d'exonérer, dans une université qui n'aura pas fait le choix d'exonérer, ne sera pas dans la même situation sur le territoire national. C'est une situation qui est quand même particulièrement différente, et en plus de ça, pour nous elle démontre en termes politiques quand même une situation discriminatoire, parce que même si on utilise des éléments juridiques pour différencier les étudiants entre eux, en réalité ce qui se passe, c'est qu'il y a les étudiants étrangers d'un côté, les étudiants français et européens de l'autre, et quand on est étranger, à part si on remplit une certaine liste de critères, on paye des frais qui sont 15 fois supérieurs à ceux des étudiants français. Ça pour nous c'est une sélection sociale, c'est un tri social qui est mis en place, et c'est la décision aussi d'instaurer un enseignement qui sera réservé qu'à une élite financière, effectivement, qui vient que de certains pays. Quand on regarde le revenu médian dans beaucoup de pays, en réalité, il est souvent largement inférieur aux frais d'inscription qui seront demandés sur l'année dans les pays qui sont en voie de développement. Donc, c'est très bien que c'est pas l'ensemble des étudiants étrangers qui pourront venir en France. Et enfin,
nous, on tient à souligner un élément, c'est que on a un passage en force du gouvernement là en la matière. On a l'entièreté de la communauté universitaire, mais pas que la communauté universitaire. Il y a eu des prises de position, effectivement, là du SAF, mais aussi de nombreuses organisations, que ce soit même des célébrités qui ont pris position, le GISTI. En fait, c'est même toute la société française, beaucoup de gens qui se sont exprimés contre cette mesure. Et dans les universités, ça s'est matérialisé par des présidents d'universités qui ont demandé le report, des enseignants qui sont contre, des étudiants qui sont contre, des administratifs qui sont contre, l'intégralité des syndicats de l'enseignement supérieur qui appellent à se mobiliser. Et malgré ça, on a un gouvernement qui décide quand même de passer en force. Ça, c'est historique, parce que dans chaque réforme qui ont été mises en place dans l'enseignement supérieur, il y a toujours eu au moins des soutiens pour le gouvernement. Ce n'est pas le cas. Et nous, on veut mettre ça en avant dans une période où on a un gouvernement qui nous dit écoutez la population. Je pense que cet arrêté, il montre que c'est totalement l'inverse qui est en train d'être mis en place. En plus, c'est fait en catimini, publié un dimanche, veille de jour férié, dans une situation où forcément c'est plus compliqué à la fois pour les organisations et pour les journalistes de pouvoir couvrir l'événement. Donc voilà un peu pour nous les éléments. Je vais m'arrêter là pour permettre aux autres de compléter. Bonjour, merci pour cette initiative. Vraiment, merci beaucoup les syndicats des avocats de France pour se joindre à nous pour poursuivre ce combat. Je pense qu'au-delà de ça, les conditions des étudiants étrangers sont déjà précaires en France par rapport à tout ce qu'ils vivent, que vous savez déjà, par rapport au renouvellement du titre de séjour. Mais bien avant ça, dès le départ, quand un étudiant veut venir, un étudiant africain, je veux dire, veut venir en France, on sait tous que le parcours est très lent, le parcours est difficile, voilà, c'est le parcours d'un combattant. Et parce qu'en fait, il faut d'abord mettre en banque à peu près 8 000 euros, en fait, qui justifie qu'on appelle les ressources, en fait, de l'étudiant, de se prendre en charge une fois ici. Soit, il doit trouver un garant, en fait, qui lui fait un virement de 615 euros chaque mois. Donc ça, c'est des choses déjà qui sont pas faciles. Et si on ajoute, en fait, les frais, enfin, la hausse des frais d'inscription qui vont de 3 000 à 4 000 euros. Donc, je pense que c'est vraiment, maintenant, on est en train de choisir les risques tout simplement pour venir poursuivre les études. Moi, je pense que ça a beaucoup de conséquences. Et surtout, pour moi, je vois des conséquences au niveau interne, en fait. C'est nous déjà. Parce qu'aujourd'hui, on voit que voilà, on va créer une élite. Moi, je pense que au-delà de cette élite aussi, il y a une autre élite qu'on essaie de créer, en fait, dans la communauté africaine. En gros, les gens qui sont au pouvoir, les ministres, les députés, c'est qu'ils vont avoir la possibilité d'envoyer leurs enfants, en fait, poursuivre leurs études. Donc ensuite, quand ils reviendront, c'est qu'ils vont nous gouverner. Je sais pas quand est-ce que ça va finir, mais on est en train de créer, en fait, un cercle, voilà, qui va jamais s'arrêter, en fait. Donc moi, je dénonce ce côté-là. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même très remarquable tout ce qu'on a vu dans cette lutte. On a vu les étudiants, comme elle a si bien dit, toute la communauté universitaire, les syndicats qui sont même au-delà de l'université, en fait, se sont joints à ce combat-là. Ce qui veut dire que c'est quelque chose qui ne représente personne, en fait. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, que voilà, ça soit, en fait, un gouvernement qui veut défendre, en fait, l'équité des étudiants français par rapport aux étudiants étrangers, se voit à un moment donné isolés, en fait. Voilà. Donc ces étudiants-là ont laissé le gouvernement tout seul. Mais malgré tout, on voit qu'ils ne veulent pas s'arrêter. C'est très remarquable aussi de voir que malgré l'officialisation des décrets, que le combat se poursuit, en fait. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les conséquences, c'est qu'on a déjà commencé, en fait. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont changé de destination, en fait. Voilà, il y a des étudiants qui sont en train de s'inscrire au Canada. Il y en a qui disent que, bon, s'il faut encore payer 3 000, 4 000 euros, en plus de 7 000 euros, enfin de 8 000 euros qu'on met en banque, donc autant payer, en fait, une école privée. Bon, je vous rappelle aussi quand même qu'en Afrique, il y a des écoles privées prestigieuses, en fait, qui coûtent vachement cher. Mais certains, je le disais tout à l'heure lors de notre réunion, donc il y a les étudiants préfèrent au moins payer ça, travailler dans une société multinationale, Orange, etc., et rester là-bas chez eux, et dans des conditions en tout cas meilleures et comment on appelle là, dignes, que de venir en fait payer 10 000 euros, ensuite se retrouver dans le stress chaque année, le renouvellement des titres de séjour, et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, du coup, ça va réduire. Au-delà de ça aussi, il y a des gens qui n'ont pas les moyens, donc du coup, ils sont contraints à oublier ces rêves, en fait, de venir faire une formation de qualité ici, en fait. Voilà, parce que la France était choisie par rapport à ces valeurs qu'on appelle, qui donnent accès
à une bonne formation à tous les niveaux de société, en fait. Voilà, tous les niveaux de classe, je veux dire. Et du coup, maintenant, on va vers un libéralisme total de l'enseignement et la maçonnisation même des études, en fait. Comme vous l'avez si bien dit, je pense qu'aujourd'hui, l'enseignement supérieur devient une entreprise, en fait. Voilà. Donc, on va tirer profit à tout maintenant. Donc, du coup, au-delà de ça aussi, les universités qui sont prononcées contre sont, en fait, les seules qui sont, en fait, ciblées par les étudiants qui veulent venir ici. Tous les étudiants qui peuvent, en tant qu'étudiants d'association, et voilà, ça fait les étudiants qui sont en train de faire le parcours Campus France en Afrique, au Mali, voilà, mais demandent quelles sont les universités qui vont pas augmenter. Donc, en fonction de ça, ils vont choisir leur destination. Et ça a beaucoup de contraintes parce que, habituellement, en fait, si les étudiants ils choisissent leur destination, c'est en fonction de beaucoup de raisons sociales, en fait. Par exemple, ils ont des parents, ils ont des tontons, ils ont des amis, ils savent, en fait, où ils vont. Maintenant, ils vont parce que, voilà, ils sont contraints de choisir leur destination par rapport aux frais. Donc, moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas juste. Et au-delà de ça aussi, je trouve qu'aujourd'hui, les universités aussi sont en train de mettre en place des mesures, en fait, sélectives par rapport à leur capacité d'accueil et d'exonération, je veux dire. Par exemple, s'ils sont contraints, sinon qu'il y a la possibilité d'exonérer 10%, ben, ils ne peuvent pas en prendre plus que 10%, en fait. Dit que si ils ont exonéré 10%, ils vont pas dire que voilà, 10% sont exonérés, les autres vont payer. Du moment qu'ils se sont engagés, en tout cas, s'ils veulent respecter leur engagement, à ne pas augmenter les frais d'inscription. Et tout à l'heure, quelqu'un vient de faire un témoignage comme quoi, que, par exemple, je pense à Nater, qu'on est en train de dire aux étudiants, ils vont réfuter leur demande d'inscription parce que, voilà, on ne pourra pas, en fait, les faire payer et qu'on ne pourra pas aussi les faire exonérer, en fait. Donc, en fait, on met les présidents d'université dans cette position, en fait, très ambiguë. Donc, d'une part, ils veulent exonérer les étudiants, d'autre part, ils ne peuvent pas exonérer au-delà de 10%. Donc, du coup, ils vont refuser toutes les demandes d'inscription au-delà de 10% d'étudiants. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça crée beaucoup de conditions inégalitaires, beaucoup de situations très, très compliquées pour tout le monde. Je ne sais que vraiment encourager ce combat-là et apporter ma pierre. Je vous remercie. Qui veut prendre la parole? On suivre, d'accord. Bon, moi, j'appartiens à l'association des étudiants péruviens. Et pour nous, les principaux problèmes, c'est qu'on a des personnes qui sont au Pérou maintenant et on ne peut pas prévoir les universités qui pourront faire une exonération ou pas. Et les personnes qui sont déjà ici, qui sont 4000 dans notre cas, comme moi par exemple, je suis en L2 de droit par exemple. Et je me vois dans une situation très stressante pendant la moitié de l'année. Parce que je ne sais pas si je pourrais continuer en France l'année prochaine, parce que je ne sais pas si je pourrais pas payer. Bon, je sais que je ne pourrais pas payer ces frais-là. Et en fait, on oublie toujours d'évoquer pourquoi. Et c'est très important d'avoir des étudiants étrangers en France. En fait. Et l'importance, c'est que je pense personnellement que la France est devenu un pays un des pays dans le monde. Dans le secteur de l'éducation très important et compétitif grâce à ces partages entre les étudiants internationaux. Et c'est ça dans la recherche et dans le doctorat, mais des étudiants qui viennent de licence et master, qui ont grandi dans un environnement très cosmopolitain et qui ont rencontré des gens de partout dans le monde. Et ça à la fin, est devenu dans un enregistrement ça enrichit l'éducation en France. Et bon, c'est ça pour moi, en fait. Et merci beaucoup. Ok, bonjour, moi je représente l'association guinéenne. En fait, je ne veux pas trop rentrer dans les détails de ce qu'ils ont parlé parce que je pense qu'ils ont dit presque la plupart de la réalité. Là, décrit un peu ce que nous, les étrangers, ceux qui veulent vraiment venir en France, qui ont des rêves, qui ont envie de continuer leurs études. Maintenant, ils sont dans des situations compliquées. Moi aussi, il y a des gens à chaque fois qui nous contactent à travers notre association en nous demandant est-ce que telle université ne va pas appliquer ou pas, comment on va faire. Une personne qui simplement a à peu près 8 000 € juste pour venir en France et en plus, il y aura 2 770 pour la licence et près de 4 000 pour le master pour ses études.
là, ça va être un problème, sachant que en venant ici, d'abord, la personne a une idée, venir en France, étudier, il y a la vie, il y a tout, alors que les réalités sont complètement différentes. La personne va venir, il y a les études, la première année, peut-être ça va passer, mais la deuxième année, comment payer la suite? Est-ce que la personne, à travers son travail, si toutefois il arrive à travailler, il pourra l'avoir? Non, c'est impossible. Parce qu'avec le quota de travail qu'on a aussi, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas, même quand tu travailles toute l'année, tu ne peux même pas avoir la moitié de ça. À plus forte raison de pouvoir chaque année payer le même prix, voire au-delà. Ça, c'est notre problème. En plus, aujourd'hui, chez nous, il y a ce système éducatif. Ça va pas. Et ceux qui ont des rêves, qui ont envie de poursuivre leurs études, vont voir leurs rêves mourir à petit feu. Maintenant, ils seront obligés de choisir un autre moyen. Il a parlé des écoles privées. Oui, ceux qui vont faire ces écoles privées, c'est ceux qui ont les moyens. Ceux qui ne les ont pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit ils vont dire, bon, je vais rester, chercher autre chose, soit je vais choisir un autre moyen. Et nous savons tous le moyen que la plupart des jeunes essaient de choisir aujourd'hui et qui fait beaucoup de morts, l'immigration clandestine. Et ça, c'est notre problème. Le fait de restreindre l'accueil, l'intégration à travers les études, ça va causer beaucoup plus d'immigration clandestine. Parce que les gens ont des rêves, ont envie vraiment d'étudier, d'avoir cette vie qu'ils ont vraiment imaginée depuis. Maintenant, si à travers l'éducation, ils voulaient l'avoir à travers l'éducation, et si cela est bloqué, parce que il y a beaucoup plus de... la somme a augmenté et ils n'ont pas les moyens, ça va causer des problèmes. Et là, depuis le début, à travers cette mesure, le gouvernement a vu que vraiment, il y a un problème dans cette mesure bienvenue en France. Ils ont commencé par dire, bon, maintenant on va exonérer les doctorants. Parce que ils ont su que il va y avoir un problème. Après, ils ont dit, bon, ceux qui sont là, qui ont fait des déclarations d'impôts, on va les exonérer aussi. Et ça aussi, ils ont trouvé que si vraiment ceux qui sont là devraient payer cette somme, des gens vont se retrouver sans papier. Donc, ils se sont dit, bon, on va lever ça aussi. On va maintenant se focaliser sur ceux qui vont venir. Et ça prouve que la mesure, c'est une mesure c'est une mesure, bon, je veux pas utiliser le mot purement discriminatoire, mais c'est discriminatoire envers ceux qui n'ont pas les moyens de faire des grandes études. Surtout quand on parle des valeurs de la France, ces valeurs universelles que nous, en Afrique, peut-être on connaît mieux que les Français, parce que nous, on nous donne une autre image de la France. La France a des valeurs et la solidarité française. Donc, tout ça, nous, on a cette image. Et si on vient ici, on trouve autre chose. Donc, ça va jouer vraiment sur l'esprit. Ça va jouer sur les rêves de tout un chacun. Et un autre point que je vais essayer de souligner, c'est par rapport surtout par rapport à nous les étudiants qui sommes là. Nous, on est dans cette lutte parce qu'on sait réellement qu'est-ce qu'on a vécu. Et on n'a pas envie que les autres viennent ici et subissent le pire. Parce que je sais qu'avec cette augmentation, tu viens ici, tu vas... Je vais utiliser le mot, ça va être presque l'enfer pour toi. Parce que nous, on sait comment on essaie de jongler avec les études, le boulot, notre vie quotidienne. Et toi, tu viens avec une augmentation de plus de 15% de tes frais d'inscription par an. Il y a un problème. Donc, il y a d'autres, ils vont choisir, ils vont venir juste pour dire, bon, je vais essayer d'arriver en France. Après, je vais me débrouiller. Ils vont venir ici la première année, ils vont faire les cours. La deuxième année, on te dit, il faut 2770 € pour t'inscrire. La personne n'a pas l'argent. Comment ils vont faire?
est-ce que sûrement la personne va être sans papier? Donc, ça va être la seule solution, je pense. Parce que si il y a l'augmentation des frais d'inscription, la personne ne pourra pas payer. Parce que même les universités qui ont exonéré pour l'année prochaine, sûrement à partir de 2020, les universités vont l'appliquer. Et comme il l'a dit à travers le quota, aujourd'hui, les gens choisissent les universités qui ne vont pas l'appliquer. Mais ces universités aussi ne peuvent pas accepter tout le monde. Donc, voilà le problème. Et toi, tu as envie de continuer tes études, tu n'as pas les moyens. Et là où tu te disais, voilà la solution, on te coupe. On te dit maintenant, c'est bon, c'est fermé. Parce que le gouvernement donne l'exemple de Canada, Angleterre et autres. Tout le monde, nous, avant de venir ici, on sait qu'au Canada, on paye. On sait qu'en Angleterre, on paye. Mais on a choisi la France. D'abord, il y a cette question historique qui est là, entre la France et nos pays. Ça, c'est les valeurs d'intégration et tout. Et si on avait vraiment les moyens pour payer, bon, on pouvait dire, bon, j'ai les moyens pour payer mes études. Pourquoi ne pas aller au Canada, aux États-Unis, en Angleterre? Donc, on pouvait dire la même chose. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont les moyens. Par exemple, des Guinéens, des Maliens qui ont les moyens, qui viennent en France, mais qui ne sont pas dans les universités publiques. Ils sont dans les écoles. Pourquoi ils les ont choisis? Parce qu'ils ont les moyens. Nous, on a choisi les écoles publiques parce qu'on n'a pas les moyens, ça sent. De deux, parce qu'on a envie d'avoir la connaissance qu'on cherche depuis l'enfance. Parce qu'on n'étudie pas simplement pour dire, bon, j'ai étudié. On étudie parce qu'on a des rêves. Et c'est ces rêves qui sont en train de mourir petit à petit à travers cette augmentation des frais d'inscription. Des jeunes Guinéens nous interpellent, moi, à travers nos associations, à chaque fois. Il y a des gens même qui ont eu l'admission aujourd'hui. Mais c'est ce que je leur ai dit. Comment vous allez faire? Ils vont dire, bon, on va se débrouiller. Mais arriver ici, voilà en fait le problème. Et surtout, ce qui m'a aussi beaucoup touché, c'est la mobilisation des étudiants français, nationaux et européens. Parce que dès le début, surtout en Nanterre, on était tous ensemble. C'est pour dire que, en fait, il y a même d'autres qui disaient, moi, je ne peux pas rester dans une salle de classe avec un étudiant. On a les mêmes cours, on aura les mêmes examens. En sachant que d'abord, d'ailleurs, la personne travaille déjà pour payer ses études, sa vie quotidienne et tout. Maintenant, la personne doit travailler beaucoup plus encore. Moi, je paye 170 €. La personne paye 2700 et quelques. Donc, pour eux-mêmes, ils se disent, il y a une injustice là-dedans. Donc, tout ça, c'est pour dire que la mesure concerne, bien sûr, d'une part, les étudiants étrangers, mais nous avons tous vu un peu la politique depuis quelques années. Il y a une privatisation des écoles, des universités qui s'annonce. Et au fur et à mesure que si cette mesure arrive à passer, peut-être qui sait, dans 2 ou 3 ans, ils vont dire, bon, maintenant, on va appliquer à tout le monde. Donc, tout ça, voilà, en fait, et je remercie aussi le SAF pour l'aide et le soutien et toutes les organisations qui sont là, en espérant qu'on aura un gain de cause. Merci. Je m'exprime au nom de la Confédération des jeunes chercheurs qui tient tout d'abord à remercier le syndicat des avocats de France de porter ce recours, de nous aider à porter ce recours au Conseil d'État. Pour nous, tout d'abord, on a une opposition à cette mesure de hausse différentielle des frais d'inscription, la mesure où elle est une forme de trahison de la part du gouvernement à 2 titres. Tout d'abord, malgré les aspects d'argutie juridique, ça reste une discrimination sur la nationalité de la part d'un exécutif qui avait été élu comme rempart à l'extrême droite. On s'attendait pas à ça, on s'attendait pas au sens littéral. On a eu des rencontres multiples avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sur la question des doctorants étrangers, et jamais au cours de la première année du mandat cette mesure n'avait été évoquée, donc on l'a appris par voie de presse lors de l'annonce de Édouard Philippe. C'est une mesure qui participe à une forme de racisme d'État, parce que indépendamment
du principe même d'égalité. Concrètement, c'est certains étrangers qui sont plus touchés que d'autres. On le voit bien en écoutant les collectifs. C'est en majorité les étudiants et doctorants de France étrangers viennent des anciens pays colonisés par la France. Donc on a une responsabilité historique à l'égard de ces peuples colonisés. Et il faut entendre leurs paroles, ces gens qui rêvent de s'émanciper, qui rêvent de s'émanciper via la France. C'est une trahison à leur égard que de leur interdire, que de leur barrer leur avenir en France. Mais c'est aussi une forme de trahison à mesure où on avait le sentiment que l'enseignement supérieur et la recherche serait une priorité de ce gouvernement. Et on se rend compte que cette mesure, elle vise aussi à renflouer les caisses des universités dans un contexte d'austérité budgétaire. Ça a été clairement exprimé dans une note interne du ministère où le groupement VDS Technicité, donc c'est un point assez technique, mais la hausse de la masse salariale qui est censée être compensée par le gouvernement du fait de l'ancienneté du déroulé de carrière des personnels, ce fonds n'a pas été abondé, donc les montants alloués aux universités pour leur masse salariale n'a pas intégré la hausse du GVT. Et on a dit aux universités, mais c'est pas grave, vous allez avoir une rentrée d'argent grâce aux frais des étudiants extracommunautaires. Donc on voit une privatisation du financement des universités. C'est aussi avec l'apparition des fondations des universités, on fait comprendre aux universités les caisses de l'État sont vides, allez chercher auprès des entreprises ou des étudiants étrangers. Ce qui est problématique, ça change la nature même de l'université. Le rapport des étudiants à l'université n'est plus le même quand ils ont investi de telles sommes. Donc pour nous, c'est aussi un changement, indépendamment même des questions de politique générale, c'est un changement de nos métiers que de devoir donner des cours à des étudiants qui ont pu payer des milliers d'euros pour venir là. Et de point de vue plus sectoriel, j'allais dire, l'intérêt à agir de la Confédération des jeunes chercheurs, comme ça a été dit, on a obtenu en quelque sorte gain de cause après la mission de concertation parlementaire, dans la mesure où les doctorants ont été exclus du dispositif. Mais on a toujours intérêt à agir de point de vue sectoriel sur deux aspects. Le premier, c'est qu'il faut se rendre compte que dans la population des usagers de l'enseignement supérieur, les doctorants et doctorantes ont une part très élevée d'étrangers, un tiers, plus qu'en licence et master. Et à peu près la moitié de ces doctorants et doctorantes étrangers et étrangères qui sont venus en France au cours de leurs études de master. Donc mécaniquement, si on augmente les frais d'inscription pour les étudiants et étudiantes de master, on va baisser leur nombre. On a appris qu'il y a une baisse démographique qui va impacter une baisse démographique pour les doctorants, sachant que le nombre de doctorants et doctorantes en France diminue déjà. En général, les étudiants étudiantes étrangers venant de master sont un des gros flux. On va tarir ce flux. Donc c'est un problème assez grave pour nous. Baisse démographique qui s'explique par les conditions d'études et de travail en France, des problèmes de précarité assez importants chez les doctorants et doctorantes. Et ensuite, de manière un peu plus secondaire, il a été promis comme solution au gouvernement, enfin comme aménagement, le fait de faire entrer les étudiants et étudiantes étrangers dans le seuil légal des 10% d'exonération hors boursier qui est prévu par le Code de l'éducation. Mais il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'universités qui utilisent déjà cette disposition du Code de l'éducation pour exonérer les doctorants et doctorantes intégralement au motif qu'ils sont travailleurs de l'université. Et on va voir en fait arriver une espèce de compétition malsaine entre trois publics qui sont les étudiants en difficulté sociale, les étudiants étrangers extracommunautaires et les doctorants qui pour des motifs différents demanderont des exonérations, mais en fait au même titre sous le même article de loi. Donc c'est pour ça, à la fois pour le risque de tarissement, de baisse démographique et pour ces problèmes de concurrence à l'exonération en quelque sorte, et aussi les raisons bien sûr de principe que j'ai évoquées au début, qu'on continue à être mobilisé contre cette mesure et qu'on s'associera au recours dans la mesure où c'est possible. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour une très large partie due à la surdité du gouvernement et à l'oreille attentive que nous prête le SAF. Donc merci au SAF de l'initiative qui est lancée, à laquelle nous nous joignons. Alors, surdité du gouvernement, bon, ça a déjà été dit, mais
Bon, beaucoup de choses ont été dites ici, donc j'en répéterai pas certaines, je ferai assez court. Nous avons appelé au sein de l'Association nationale des candidats au métier de la science politique que je représente, la NCMSP, à lutter contre le plan Bienvenue en France. On a co-organisé une journée au Sénat, on a mobilisé nos représentants, on a publié à l'attention des étudiants extracommunautaires un guide et pris conscience des conditions absolument kafkaïennes qui étaient faites à ces doctorants, à ces étudiants et étudiantes étrangères. On a appelé à participer à des manifestations, on y a participé, on s'est échiné à mobiliser largement. Dans un moment de lucidité, le gouvernement a reconnu que sur un des versants du plan Bienvenue en France, qui concernait les doctorants et doctorantes, s'il avait voulu tuer la recherche française, il ne s'y serait pas mieux pris. Sachant, comme l'a dit mon voisin, à ma gauche juste avant moi, que la masse des doctorants et doctorantes étrangères parmi les chercheurs et chercheuses français est absolument considérable. Ces gens-là participent non seulement à la reconnaissance de la France au plan international par les articles qu'ils publient, par leurs contributions, souvent, c'est un autre sujet, mais qu'ils font dans des conditions économiques difficiles, mais en plus ce sont des gens qui donnent des cours, qui assurent le fonctionnement régulier, quotidien de la faculté. Et le gouvernement a reconnu que s'il fallait appliquer des frais discriminatoires pour les étudiants, pour les doctorants et doctorantes extracommunautaires, c'était se tirer une balle dans le pied. Il est revenu sur cette mesure qui n'était absolument pas gagnée d'avance, et la mobilisation n'aurait pas eu lieu sur ce plan. Il est certain que le gouvernement n'aurait pas reculé de lui-même. Pour autant, le problème reste entier avec le maintien de la hausse des frais d'inscription concernant les étudiantes en licence et en master, et le gouvernement reste attaché à cette mesure initiale, est complètement sourd, malgré l'opposition qui lui est faite, l'opposition universitaire large, l'opposition du CNESER, des centaines de milliers de signatures qui ont pu être remises par l'association des étudiantes algériennes en France, inattentif aussi et sourd aux premiers chiffres, aux premières quantifications qui peuvent être données de l'effet repoussoir qu'exerce la hausse des frais d'inscription, et non pas l'effet d'attractivité qu'il pourrait avoir pour l'université française. Bon, quoi qu'il en soit, tout ceci ne suffit pas à faire réaliser au gouvernement qu'il faudrait dans la période actuelle faire montre d'un peu d'humilité, de retenue et d'écoute. Pour nous, et d'après tous les rendez-vous que nous avons eus, la hausse des frais d'inscription élevée et discriminatoire pour des étudiants extracommunautaires représente, dans le fond, la préfiguration d'une modification majeure de l'université. Une étape déterminante vient d'être franchie dans l'instauration par la sélection, par l'argent et l'enclenchement d'une privatisation publique universitaire. Donc pour nous, c'est un point de non-retour, et en tant que ancien bénéficiaire de ce service public, en tant que maintenant engagé pour la conservation de ce service public, nous souhaitons pouvoir enseigner auprès d'étudiantes qui ne soient pas sélectionnées parce qu'elles ou ils viendraient de bonnes familles, du bon milieu social ou du bon pays par leur naissance, ou que leur portefeuille serait suffisamment rempli. Donc nous nous enjoignons pleinement à la démarche et au recours que va mener le SAF. Merci. Merci. Il y a peut-être des questions ou Sur des précisions. le recours lui-même, du coup, quel est le cadre juridique? Vous avez combien de temps? Est-ce que
Comment ça se passe exactement? Alors, c'est une décision administrative puisque c'est un arrêté, donc on a 2 mois à compter de la publication de l'arrêté. Le recours est un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État et donc les moyens sont en effet ceux que l'UNEF vient de développer. À mon avis, je pense que le moyen le plus intéressant est certainement celui de la rupture d'égalité. Puisque finalement, on a un droit à l'éducation qui a été consacré, y compris par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et sur la rupture d'égalité, en fait, s'il est vrai que vous pouvez traiter différemment les nationaux et les étrangers, c'est-à-dire que les étrangers n'ont pas vocation à forcément avoir le même traitement que les nationaux, puisqu'il a été rappelé que chaque État peut en effet traiter différemment. Mais c'est traiter différemment sur des critères objectifs. Et au regard du droit à l'éducation, le critère qui est exclusivement celui finalement des moyens économiques a quand même peu de chances d'être considéré comme un seul critère objectif. Donc sur la rupture d'égalité, il y a certainement un moyen à creuser qui nous semble essentiel. D'autant qu'il va, ce critère économique, à l'encontre même du principe de l'éducation qui a pour vocation justement de s'adresser d'abord et avant tout aux plus démunis. Donc le principe du critère économique va en effet même à l'encontre de l'idée qu'on se fait, ou de l'idée même que l'État français a toujours, en tout cas, défendu du droit à l'éducation, qui est un droit à l'éducation pour tous, et notamment pour, en principe, combler les inégalités sociales, sinon les combler, à tout le moins, en tout cas, les diminuer. Donc là-dessus, ce sera compliqué, je pense, pour le gouvernement de pouvoir justifier le critère qui est un simple critère économique. Ensuite, le Conseil d'État a combien de temps ? Alors là, il n'y a pas de délai, en fait. Bon, en général, sur des questions politiques comme celle-là, il a tendance quand même à statuer rapidement. Et il peut prendre la décision. Ah bah s'il annule l'arrêté, l'arrêté est annulé et donc le gouvernement va revoir sa copie. Et alors selon évidemment sur quelle motivation il l'annule, mais enfin s'il nous suit et qu'il annule sur la rupture d'égalité, je vois pas comment le gouvernement peut reprendre la même mesure. Et une annulation de l'arrêté aurait quelles conséquences, puisque comme pour Parcoursup, la mesure a été mise en œuvre avant d'avoir un fondement juridique. Alors rétroactivement, en principe, ça voudrait dire que si par exemple des droits sont déjà perçus, ils sont remboursés. Parce que qui dit annulation dit rétroactivement, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais existé. Donc ça voudrait dire qu'ensuite, les étudiants qui auraient déjà payé ces frais d'inscription pourraient faire une action en remboursement, restitution par l'État des frais indûment avancés. Sachant que par rapport à l'application avant la publication de l'arrêté, ce qui se passe, c'est que effectivement Campus France a affiché les frais avant même que l'arrêté soit publié et qu'il n'ait même été présenté aux organisations syndicales. Malheureusement, à partir du moment où l'arrêté a été publié, c'est une validation rétroactive qui est rétroactive, et donc c'est pas ça qu'on va attaquer nous en justice, puisque de toute façon aujourd'hui c'est devenu légal. C'est réglementaire même, plutôt. Donc voilà, je peux qu'appuyer ce qui a été dit sur les délais. Rien à préciser en plus sur de manière pratico-pratique. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'objectif de ce recours, c'est que ce soit un recours le plus large possible, qui sera donc effectivement porté par les associations étudiantes. Il y a plusieurs associations d'étudiants étrangers qui sont pas présentes là aujourd'hui, mais qui ont signé l'appel et qui signeront le recours, notamment l'association des étudiants égyptiens de France, l'association également l'UEF, donc l'Union des étudiants algériens de France, l'Union des étudiants et stagiaires nigériens de France. Donc on a plusieurs associations d'étudiants étrangers qui vont porter ce sujet-là, et donc de toute façon, en matière d'intérêt à agir, donc c'est les étudiants qui vont le porter. Il y aura une intervention et l'objectif, c'est qu'on puisse avoir
toutes les organisations qui ont intérêt à agir puissent être intervenantes dans l'affaire, et donc avec à la fois des syndicats enseignants. Le CNSUP a dû partir avant le début, mais juste avant que vous arriviez, mais ils sont aussi dans le recours, et les associations qui sont présentes ici, et donc on aura un panel le plus large possible, justement donc pour répondre aussi à la question qui était posée tout à l'heure, peut-être la différence entre les différents recours, voilà, sur le GISTI. Ah bah oui, le GISTI, enfin je parle en leur nom, mais le groupe d'intervention de défense des travailleurs immigrés fera une intervention volontaire également, parce que là pour le coup, voilà, ça percute de plein fouet l'accès pour les étrangers au séjour et aux études. Et moi je trouvais ça intéressant, enfin que vous ayez évoqué déjà les conditions financières pour la délivrance du titre de séjour. Il faut quand même bien comprendre qu'au-delà de cette augmentation très importante des frais d'inscription, il y a déjà de toute façon une barrière. Il faut quand même bien voir que les étrangers qui aujourd'hui viennent étudier en France ont déjà certains moyens, puisque, vous l'avez compris, pour avoir la délivrance de la carte de séjour, il faut justifier que, en réalité, on a économiquement la possibilité de résider en France sans avoir besoin de travailler pour étudier. Et il faut en plus un logement, donc soit qu'on soit en effet hébergé, soit qu'on ait soi-même les moyens d'avoir un logement. Donc en général, on vous demande la production d'un compte bancaire qui est déjà fourni. Donc ça veut dire que ça s'adresse déjà à des étudiants qui sont aidés à l'extérieur. D'autant qu'en plus, le droit au travail des étudiants étrangers est limité à 20 heures. Donc vous ne pouvez pas, c'est 20 heures par semaine. Sauf pour les étudiants algériens. D'accord, mais sauf pour les étudiants algériens, mais pour les autres, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir un travail à plein temps, puisque vous êtes censé étudier, et donc le travail n'est un travail que d'appoint qui ne doit pas empiéter sur vos études. Autrement dit, vous pouvez même pas en réalité travailler pour financer vos études. Donc il y a déjà cette rupture d'égalité. Excusez-moi, étant un ancien étudiant algérien, les Algériens sont autorisés à travailler plein temps que pendant les mois d'été. Les autres, moi j'ai des problèmes pour travailler à RFI, ça m'a créé des problèmes. Corrigez-moi si je me trompe. Le gouvernement vient d'annoncer, ou ce que j'ai lu dans les médias français, que cette nouvelle loi cet arrêté ne sera pas applicable aux étudiants qui sont sur place. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Deuxièmement, c'est une question politique. Comment vous réagissez, vous, qui êtes d'origine des pays africains, au silence total du gouvernement vis-à-vis de cette décision? Oui, effectivement, il y a des intérêts, en tout cas, de l'élite. Dit qu'on parle ici d'élite, donc ça ne les concerne pas directement, c'est ce que je disais tout à l'heure. De toute façon, ils sont protégés, en fait. Habituellement, ils envoient leurs enfants dans des écoles qui coûtent 15 000 à 20 000 euros. Donc, je pense qu'il y a cet égoïsme peut-être qui peut justifier leur silence d'une part. Et aussi, d'autre part, c'est le gouvernement africain, de manière générale, sont silencieux face au gouvernement français. Je dis les rapports de force les intérêts économiques. Voilà, les rapports de domination qui a toujours existé, malheureusement. Voilà. En tout cas, nous, de notre côté, on a quand même jugé nécessaire de taper à la porte. On sait qu'il ne va pas y avoir des réponses, des retours satisfaisants, mais nous, notre rôle, c'est en fait de les appeler à les responsabilités, en fait. Donc, ce qu'on n'a pas manqué, à mon avis. Puisqu'on a saisi l'ambassade du Mali et qui nous a accordé une audience, on les a évoqués, en fait, les problèmes. On a dit, on a d'abord été choqués, en fait, de ne pas avoir une annonce, ni du gouvernement, ni du ministère de l'Enseignement supérieur, ni du ministère des Affaires étrangères, ni de l'ambassade du Mali. Donc, soit ils sont déconnectés des réalités, soit ils se fichent peu, en fait, des conditions des étudiants qui sont ici, en fait. Voilà. Donc, moi, je pense qu'en tout cas, sans être excessif, c'est une sorte de responsabilité, en tout cas, de leur part. Voilà. Je veux rajouter par rapport à cette question. Parce que d'abord, nos chefs d'État, pourquoi ils ne peuvent même pas réagir? Parce qu'ils n'ont pas instauré un bon système éducatif en fait. Parce que si la plupart des gens sortent aujourd'hui, c'est parce qu'il y a ce manque. Du coup, venir 2 fois, même s'ils devraient réellement dire voilà, même s'il faut augmenter, il faut qu'il y ait des discussions avec l'État, le gouvernement français et des représentants africains. Nos ambassades sont là, mais personne n'a réagi là-dessus. Personne. Sachant que les gens quittent en Afrique
juste parce que ils veulent avoir un bon niveau d'études. Il y a des études là-bas, les gens font l'université et tout, mais il y a d'abord la reconnaissance du diplôme, ça change, et aussi la qualité des études. Parce que si vous regardez dans les meilleures universités au monde, les universités africaines sont, je sais pas, dans les 1000, il n'y a même pas 50. Et ça aussi, c'est dans 2 ou 3 pays africains. Afrique du Sud, je sais pas, Ghana, Égypte, vous voyez. Et les autres pays, ça n'existe même pas. Ça, c'est le problème. En fait, nos présidents africains, ils n'ont pas aussi l'intérêt qu'il y ait une conscience de la nouvelle génération. C'est pour ça, je pense aussi, qu'il y a ce silence envers cette mesure. C'est pourquoi nous, la dernière fois, quand on s'est mobilisé, on n'avait même parlé de ça, d'essayer de faire un recours collectif adressé à l'Union africaine, qui est l'institution qui réunit tous les États africains, essayer de voir comment, en dehors de cette mesure, comment avoir vraiment un système éducatif de qualité en Afrique. Parce que je pense, à long terme, c'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution à long terme. On peut venir, il y a le niveau et tout, mais pour que l'Afrique d'abord change, il faut qu'il y ait un bon système éducatif chez nous. Parce que les futurs dirigeants, ça sera la jeunesse africaine. Comme il l'a dit, les dirigeants qui sont là, ils envoient leurs enfants pour aller étudier. Il y en a beaucoup en France ici, qui ne sont même pas dans les écoles publiques. Ils sont pas avec nous dans le même ils sont dans les écoles privées. D'autres même pas aux États-Unis, Angleterre, au Canada. Vous voyez? Tout ça, eux, ils vont aller étudier, ils vont revenir et continuer le même système qui existe. Alors que nous, on est là, on fait tout avec les petits moyens que nos parents nous ont légués pour venir ici, juste pour avoir le niveau d'études et essayer de changer quelque chose. Mais ils n'ont pas envie que cela se fasse. C'est pour ça, je pense qu'il y a ce silence. Et on va essayer de le faire appel à l'Union africaine, essayer de voir comment ils vont réagir, même bien sûr sur la mesure, mais à long terme, comment essayer de changer le système éducatif en Afrique. Et pour, en fait, on va dire, rebondir sur ce qu'on disait par rapport aux représentants africains, l'ambassade nous avait dit que l'ambassade du Mali en France, nous avait dit qu'ils se sont déjà réunis avec l'ensemble des ambassadeurs des États francophones et qu'ils ont d'ailleurs, je pense, introduit une demande de pouvoir. Donc, sauf que jusqu'à présent, je pense que ça fait plus de 5 mois, il n'y a pas eu de retour, il n'y a pas eu de communiqué, il n'y a pas eu d'annonce ou quoi que ce soit. Donc, peut-être pour moi, l'idée de saisir aussi l'Union africaine, c'est bien, mais bon, je ne pense pas que peut-être ça peut donner grand-chose, mais c'est possible. Voilà, c'est toujours bien quand même d'appeler les gens devant les responsabilités, quoi. Voilà, après, si les assument, tant mieux, si les assument pas, ça n'engage que. Et donc, pour le recours, vous n'avez pas de date plus précise Mais on peut pas, parce que une fois qu'on fait le recours, c'est au Conseil d'État de décider. Ah bah là, vu les vacances, bon, non mais notre avocat au Conseil, je dirais dans les 15 jours, 3 semaines, il va être déposé. De toute façon, on a un délai de 2 mois, donc il faut le faire très rapidement. Et puis c'est vrai que politiquement, c'est bien de le faire le plus rapidement possible. Donc je dirais, voilà, dans les 15 jours à 3 semaines, il va être déposé. Est-ce que vous pouvez lui donner votre nom ? Oui, je m'appelle Laurence Roch, ROQES, je suis présidente du SAP. Tu veux y aller, Rouen, vas-y. Vous avez eu l'homme discuter avec les présidents d'université. J'ai vu qu'à Strasbourg avait affiché sa position. D'autres présidents assez engagés. Je vous avais vu à Nanterre. Vous connaissez la philosophie de Nanterre, Paris. Bien sûr. Est-ce que là, justement, il y a une mobilisation qu'est-ce qu'eux, ils peuvent faire, d'après vous, aussi, pour continuer? Parce qu'il y en a qui sont clairement affichés. C'est pas le droit de réserve. Bah, si, quelque part, c'est difficile. Je pense que c'est toujours ambigu sur la notion d'autonomie, sur ce qu'ils peuvent faire ou non, sur tout le tacle que leur a envoyé Vidal quand ils ont commencé à vouloir sortir un peu du cadre. Mais vous avez des échanges avec eux sur une forme de mobilisation qu'ils pourront mettre en place? Alors oui, bien sûr, on échange université par université. Là, ça va être maintenant un sujet qui sera
local. Par contre, effectivement, nous, on appelle les présidences d'université à se positionner, continuer de se positionner contre la mesure et continuer d'affirmer qu'ils n'appliqueront pas cette mesure. Et c'est possible dans le sens où ils peuvent le faire dans le cadre juridique qui leur est donné en exonérant l'ensemble des étudiants qui candidateront. Et le discours tenu par le gouvernement à l'heure actuelle, c'est que les étudiants qui vont arriver en France ne représentent pas 10% des étudiants de l'université. Donc, que si une université souhaite exonérer tout le monde, elle peut le faire. Donc, si on s'en tient au discours du gouvernement, ça veut dire que c'est possible. Donc, nous, on appelle les universités à le faire et à exonérer les étudiants. Le problème, c'est qu'en pratique, on sait très bien que ça va être compliqué parce que ça a été dit ici, l'exonération, c'est aussi sur le budget de l'université. Le gouvernement a rappelé en CNESER qu'il n'y aura pas de compensation financière pour les universités qui vont exonérer. Quand on est implanté dans un territoire comme le 93, je le dis très bien, je veux dire, pour pouvoir changer. Effectivement, en fait, je pense que socialement, elle a déjà beaucoup d'étudiants quand même qu'elle doit accompagner des étudiants franciliens ou autres. Donc, comment est-ce que... Ben là, voilà, la rupture d'égalité, par exemple. Voilà. C'est y compris pour les universités elles-mêmes, puisque certaines auront en effet à devoir quelque part financer cette mesure s'ils sont contre, alors même qu'ils sont déjà exempts financièrement, puisque en effet ils sont censés aider un certain nombre déjà d'étudiants. Donc là on est en plein, ça rejoint d'ailleurs un peu la difficulté de Parcoursup, c'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il y a les universités qui ont de toute façon les moyens, la population qui va avec, le public, et puis le territoire et les autres. Est-ce que vous allez finir en tant qu'association par publier des listes des universités où il fait bon aller et celles où n'essayez même pas exact. Parce que vous n'avez aucune chance d'être exonéré? Oui, en fait, pour revenir à ce que vous avez dit par rapport aux conditions sociales qui existaient déjà dans les universités par rapport à leur zone, en fait, par exemple, je pense que l'exemple frappant, c'est Phare 8. Lors de la conférence qu'on a eue à Nanterre, la présidente, Mme Alec, elle avait souligné ça justement. Elle a dit elle ne peut pas se prononcer parce que déjà, elle avait déjà beaucoup. Chaque année, elle atteint en fait les 10% qu'elle avait le droit d'exonérer. Donc, en gros, elle va exonérer davantage. Et elle, son souhait, c'était justement que la mesure ne passe pas. Et sinon, en gros, si ça passe, elle n'avait pas de capacité financière à exonérer 10% parmi ces étudiants étrangers qui vont arriver. Nous, ouais, en fait, effectivement, comme je le disais, les étudiants même, ils sont sensibles, ils sont en train de faire les démarches, ils sont déjà sensibles à cette question, en fait, par rapport aux universités qui défendent ça, quand on reçoit des demandes, quelles sont les universités qui ne vont pas augmenter, et ils choisissent les universités par rapport à ça, en fait, par rapport au niveau tarif. Nous, effectivement, on a partagé la liste plusieurs fois sur notre page Facebook, Association des étudiants Malaisie de France, donc, pour indiquer aussi aux étudiants. Vous faites déjà ça? Vous signalez, vous avez des questions. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on en est là. C'est que là, il y a des étudiants qui sont en train de préparer leur future rentrée. Effectivement, oui. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont choisi des universités par rapport à ça. Et il y en a, par exemple, qui sont partis dans des zones où il n'y a personne là-bas qui pourrait les aider financièrement en cas de difficulté. Ou par exemple, s'ils étaient venus on va dire, une université où c'est augmenté en fait. Ils avaient une famille qui pouvait être hébergée, mais vu qu'ils n'auront pas les 3 000 €, ils vont être obligés de choisir une université dans une autre ville en fait. Donc ça crée des conditions plus difficiles encore pour ces étudiants-là. Ce que ça veut dire des frais. Et surtout, la question du logement, c'est aussi... Parce que le problème, c'est qu'on a un gouvernement qui nous dit qu'il veut améliorer les conditions d'accueil des étudiants étrangers en France. Mais en réalité, bon, déjà, ça a été dit, hein, les problèmes pour les étudiants étrangers, déjà, c'est sur l'arrivée, le titre de séjour, toutes les démarches, les frais. Mais c'est aussi arriver en France, trouver un logement, c'est particulièrement cher. Les logements Crous, il y en a pas assez. Ça, on dit chaque année qu'il y en a pas assez pour les étudiants de manière générale, qu'on soit français ou étranger. Quand on est étranger, c'est encore plus compliqué. Et si on n'a pas sa famille, bah, du coup, on doit payer, c'est des frais supplémentaires. Et donc, que on paye les frais d'inscription ou pas, c'est forcément aussi des difficultés supplémentaires. Et donc, pour répondre à votre question, c'est certain que les universités sont assez bloquées parce que Paris 8, c'est quand même, en termes de chiffres d'étudiants étrangers, particulièrement élevé. C'est l'université qui accueille le plus d'étudiants étrangers. Ils sont un peu en dessous de la barre des 30% au total. Donc, c'est énorme. Et en même temps, un milieu social qui est très dur et donc où il y a beaucoup d'étudiants qui ont besoin d'accompagnement. Et donc, tout ça, ça montre effectivement qu'on a un gouvernement qui continue dans sa lancée de fermer les portes de l'enseignement supérieur et que ce soit la réforme qui a été mise en place, donc Parcoursup, qui ferme les portes aux étudiants
étudiants français qui trient les étudiants qui vont venir étudier en France, ou cette mesure qui trie les étudiants étrangers sur leur argent, on voit qu'il y a une dynamique qui est celle d'attaquer la démocratisation de l'enseignement supérieur, et que tout ça c'est caché derrière des mots. On a un gouvernement qui nous dit depuis le début que son objectif c'est de faire en sorte que plus de gens accèdent à l'université. Le résultat c'est que dans un an, si on fait le bilan, je pense qu'on aura beaucoup moins de gens qui accéderont, beaucoup moins d'étudiants étrangers qui candidateront en tout cas. Et je voulais juste rappeler une chose. Le problème, c'est qu'il faut pas tomber dans un piège. Aujourd'hui, il y a déjà une sélection des étudiants étrangers qui viennent en France. Quand on vient en France, on candidate sur Campus France, on passe par tout un dispositif, et derrière, on est sélectionné. Donc, s'il y a une baisse des demandes, ça veut pas forcément dire une baisse à l'arrivée des gens qui seront inscrits. Et je le dis dès maintenant parce que si en septembre, le ministère nous dit non, mais regardez, au final, on a tout le monde, qu'ils nous disent pas que c'est parce que ça veut dire que leur mesure n'a pas entériné une baisse. La baisse, elle est aussi dans les candidatures, et c'est eux qui déterminent le nombre de places. Donc s'ils déterminent que cette année il y aura moins de places, ils diront on a rempli tous nos quotas, mais sauf que ça veut pas dire qu'il y a moins de gens qui vont candidater pour venir en France. Donc ça c'est important, je pense, à rappeler. J'aurais ça va avoir des baisses, c'est sûr. Oui. Attends, je crois que juste pour répondre à votre question, il faut juste pas se laisser duper du tout sur les marges de manœuvre réglementaires dont disposent les universités. Le rapport de la mission ministérielle de concertation Bienvenue en France contenait une projection, c'était à page 25, université par université, de si elles se mettaient à exonérer tous les étudiants étrangers, quel serait leur taux d'exonération. La quasi-intégralité des universités françaises, surtout les plus grosses, dépassait le seuil des 10%. Mis à part l'université des Antilles, Polynésie, Mayotte, la Corse, et les universités, on va dire, d'île d'Autriche, que sont Assas et Dauphine, toutes les universités parisiennes, quasiment toutes les universités de province, donc Bordeaux, Montpellier, Marseille, Strasbourg, Lille, etc., se retrouvaient largement au-dessus des 10%. Et non seulement, donc quand bien même elles auraient le financement, ce qui n'est pas le cas, par ailleurs, petite anecdote drôle, dans ma propre université, Paris 1, il y a une banque qui a proposé de financer l'exonération pour les étudiants érythréens. Je ne sais pas pourquoi, c'était la BNP. Mais bon, passons outre les questions de financement, il y a ce seuil de 10%, et il y a aussi une question de procédure. Dans le code de l'éducation, il est dit que les présidents d'université peuvent exonérer hors boursiers et pupilles de la nation jusqu'à 10% si les gens en font la demande et en fonction de leur situation personnelle. Ça peut pas avoir un critère d'automaticité, il faut que les gens fassent la demande. Donc, il faut d'abord qu'ils avancent généralement les frais pour après coup se les faire rembourser si une commission d'action sociale a décidé d'examiner leur situation. Et sachant que les 10% seront dépassés, il y aura donc une commission qui devra faire choisir face à des dossiers d'étudiants français qui ont perdu leur emploi ou je ne sais pas, dont les parents sont décédés, enfin des situations sociales très difficiles, et des étudiants étrangers. Il faudra faire un tri entre ces dossiers, donc il faut vraiment pas se leurrer. Toutes les présidences d'université quasiment qui ont affiché qu'elles n'appliqueraient pas la mesure, si elles restent dans le cadre réglementaire, elles ont menti en fait. Pour leur grande majorité. Au mieux, elles pourront l'an prochain parce que ce sera des néo-entrants en L1 et en M1. Mais dès lors qu'il y a l'année suivante, il faudra exonérer L2, M2, ça va quasiment doubler. Puis après, l'année suivante, les L3, ça va exploser. À moins qu'elles se mettent à ne plus du tout exonérer les étudiants français. Mais enfin, c'est ce qui serait inimaginable. Enfin voilà, elles devront plus ou moins privilégier ou pas les Français des étrangers. Ce qui est le genre de décision... Mais juste là-dessus, justement, en fait, l'argument du ministère, c'est de dire, mais comme cette année, c'est les primo-entrants, ça rentrera dans les 10%. C'est ce qu'ils nous ont dit d'ailleurs quand on a été reçus. Parce qu'en fait, à la suite de la mobilisation du 12 mars, il y a eu, on a déposé les 350 000 pétitions qui ont été signées en ligne, et on a été reçus. Il y avait notamment le CJC et l'UEF qui était là pour les étudiants algériens de France et les organisations syndicales, étudiantes et personnelles. Et leur argument, c'est ça, c'est de dire, mais cette année, ça ne rentrera pas dans les 10%. Donc pour cette année, c'est possible. Et de dire, si jamais pour l'année prochaine, il faut augmenter le seuil des 10%, on verra. Donc c'est pas tenable, ça c'est sûr que ce n'est pas tenable. Et pour des universités, elles peuvent pas ne pas aller à l'aveugle comme ça. Donc après sur l'automaticité, c'est certain que c'est un problème. Et donc on a l'université Paris 13 qui réfléchit notamment. Il y a des réflexions dans plusieurs universités sur le fait que sur le questionnaire ou le formulaire d'inscription, il y a directement je souhaite être exonéré des frais d'inscription, et que ça permet d'être la demande de l'étudiant. Mais le problème, c'est que là, on a des universités qui sont obligées d'aller trouver
truchement du droit pour pouvoir permettre à des étudiants d'être exonérés de manière quasi automatique et ne pas être dans l'illégalité et s'assurer de pas perdre en public. Parce que le problème, c'est que pour certaines universités, ça correspond à beaucoup d'étudiants qui constituent les bancs de leurs universités. Donc, c'est certes très très compliqué et ça met les universités dans une situation très difficile et c'est pour ça que c'est aussi une question de rupture d'égalité puisque aussi en fonction des financements des facs, c'était dit, ce sera pas la même chose. Je pense qu'en tout cas, pour le moment, on a vu une publication en fait de la part de l'Université de Paris Nanterre qui pour montrer qu'elle maintient toujours en fait sa position par rapport à la hausse. Donc je pense qu'à ce stade-là, si elle continue de dire aux gens que voilà, elle peut exonérer les étudiants étrangers et qu'en réalité, dans les faits, c'est pas possible. On les verra peut-être très bientôt. Et je sais qu'en tout cas, les étudiants en Nanterre sont toujours déterminés à recommencer là où on a laissé en tout cas les négociations. Parce que là, on avait des accords, on a discuté, voilà. Donc, nous, on a respecté nos positions par rapport au blocage, comme vous le savez, des étudiants Nanterre qui sont là. Et c'était pour des engagements comme ça. Si ne se respectent pas, je pense que voilà, ce qui va se suivre, voilà. Donc, parce qu'on a même vu qu'il y a les journaux Les Parisiens qui avaient repris en fait le communiqué comme quoi le conseil d'administration a voté à l'unanimité l'exonération des frais d'inscription pour les étudiants. En gros, là, la rentrée prochaine, il n'y aura pas de la hausse. Donc, ce qui veut dire que pour nous en Nanterre, les étudiants qui viendront, ils vont rien payer. Ils vont rien payer de plus que ce qui est déjà établi en fait. Je crois qu'il y avait une question, non? Tout à l'heure. On a tous parlé. Non, c'était justement par rapport aux effectifs, les méthodes de comptage, etc. Oui, ils ont de la chance, c'est un peu passé comme ça là au niveau du USR, mais il y a une sacrée controverse là-dessus. Sur la question des comptes? Bah oui, quand on voit là, il y a deux mathématiciens qui ont repris ça a fait un sacré tollé quand même. Enfin, quand on voit les méthodes de comptage qui sont proposées, Campus France s'en défend, mais il y a des nouvelles méthodes qui sont mises en place, ce qui fausse un peu les chiffres, parce que du coup, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de changement en fait. Oui, ça c'est certain que l'article qui a été publié sur le site de Mediapart notamment et puis sur plusieurs autres sites par la suite montrait que effectivement il y avait des vraies questions qui se posaient là-dessus. Après, nous de toute façon, on peut pas on n'est pas. Le problème c'est que comme sur tous les sujets depuis maintenant la prise de pouvoir du gouvernement, c'est comment dire les choses. Les chiffres sont donnés par le ministère et nous, on ne peut que s'en tenir à ces chiffres ou calculer nos propres chiffres. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes réduits à l'heure actuelle. Et c'est ça le problème. Donc, on a les chiffres des universités. C'est pour ça qu'en ce moment, nous, on s'appuie sur les chiffres des universités. Paris 8, ils expliquaient qu'il y avait des baisses énormes et qui correspondaient pas du tout à celles de Campus France. Donc, nous, pour ça, c'est aussi sur ça qu'il faut s'appuyer parce que si on veut avoir des chiffres qui sont réalistes, nous, on demande aux relations internationales des universités de nous donner l'évolution des candidatures par rapport à l'année dernière. Et effectivement, là, on est certain d'avoir des choses qui correspondent. Je pense pas qu'on peut dire qu'on a 15 universités en France qui ont dit sur leurs chiffres, que ce soit Le Havre qui parlait d'une baisse énorme, Paris 8, etc. Et donc là-dessus, effectivement, on demande aussi au ministère d'éclaircir les choses. Je pense qu'ils ont une responsabilité, ils parlent de transparence, ils ont une responsabilité à éclaircir les choses. Non, mais d'autant que ça peut être assez facilement en fait comptabilisé, ne serait-ce qu'au niveau, par exemple, des demandes de titres de séjour. Tu le vois très bien. S'il y a en effet une baisse des étudiants, par définition, les préfectures et elles ont les statistiques. Tu as une baisse du nombre de titres de séjour pour les étudiants. Donc, et ça, le ministère de l'Intérieur là, au niveau national. Donc, c'est facile à faire. Même si on peut considérer qu'il y a un certain nombre d'étudiants qui peuvent être étudiants en étant soit en rupture de renouvellement de titre, soit n'ayant pas encore des titres. Majoritairement, ils ont des titres de séjour. Donc, tu la mesures facilement, la baisse. Indépendamment des chiffres qui pourraient être donnés, 1 par l'université et 2 par Campus France. Et ça, le ministère de l'Intérieur, il l'a. Il a les chiffres carte par carte. Et juste là-dessus, c'est vraiment un problème grave qu'on a avec le MESRI, qui est une impossibilité de dialogue dans la mesure où ils ne transmettent pas leurs données statistiques ou les trucs. Là, c'est le cas d'un trucage statistique en modifiant le nombre de demandes par étudiant compté. Et ça, c'est quand même quelque chose pour moi, je trouve extrêmement grave. On a le même problème avec le nombre de doctorants. Enfin, toute la question budgétaire où les conseillers de la ministre nous donnent des chiffres mensongers. Puis après, on discute avec eux, on se rend compte qu'en fait,
ils font semblant d'ignorer les chiffres, ou enfin ils ont une parfaite maîtrise statistique de la question, et c'est de l'ordre du bidouillage pour pas permettre l'évaluation publique de leurs mesures, de leurs conséquences. Ça, je pense que c'est un problème général de la manière dont fonctionne de la transparence, qui soit transmet des données pas erronées, mais en modifiant les modalités de calcul sans l'expliquer. Il faut fouiller les rapports pour comprendre ce qui se passe, ou soit transmet les rapports partiels. J'ai parlé de la baisse démographique sur les doctorants. Pour comprendre quelle est la part des doctorants étrangers dans la baisse démographique globale des doctorants, c'est pas indiqué dans le rapport statistique sur l'emploi public en France du ministère. Et dans les rencontres avec le ministère, on se rend compte qu'en fait ils ont la donnée. Et donc il y a des problèmes graves de manque de transparence. Quand on l'annonce, quand on essaie de faire nos propres estimations, ils nous disent non, vos données sont fausses, et ils nous donnent d'autres données. On leur demande mais pourquoi elles sont pas publiques? Ça c'est un problème très grave qui nous empêche d'avoir une critique sérieuse et des discussions avec eux. Je pense que vous pouvez faire référence à un article dans Mediapart où il y avait sur les Vidal à Nancy peut-être. Ou enfin voilà, où le conseiller de Vidal avait dit à des étudiants qui étaient informés vos données sont fausses. Ils ont dit non, elles viennent du rapport flash de l'Assemblée nationale. Il répond non, mais l'Assemblée nationale se trompe. Après, quelqu'un répond, mais l'Assemblée nationale se base sur Campus France. Et là, il fait, je vais vérifier, je vais rentrer chez moi. Je reviendrai plus tard vous voir avec les vraies données. Mais en fait, depuis le début, il savait très bien que les données qui lui étaient avancées étaient les bonnes. Hein. Bon. Il n'y a pas d'autres questions? Bon, merci beaucoup à tous et à toutes. Et évidemment, lorsqu'on fera le recours, je pense que il sera public. Donc, à partir de là, le recours sera accessible à tous, aux journalistes, ce qui vous permettra du coup de voir quels sont les moyens invoqués. On pourra l'envoyer. Oui, bien sûr, on l'enverra. Et puis, de toute façon, on le mettra un peu chacun sur nos sites également pour qu'il soit accessible. Merci beaucoup. Merci.